Le corollaire numéro 12 nous avait laissé entrevoir une autre façon de définir une probabilité. Alors il ne s'agit pas de définir une probabilité sur un ensemble, mais étant donné une probabilité définie sur oméga, qu'est-ce qui est suffisant de connaître sur cette probabilité pour être capable de calculer la probabilité de n'importe quel événement? Or, le corollaire numéro 12 nous avait dit que dans le cadre d'un espace probabilisé fini, si A était un événement associé à notre expérience aléatoire, nous avons vu une formule qui était intéressante et on va construire des résultats autour de cette relation, que la probabilité d'un événement A, c'est la somme des probabilités des issues élémentaires qui réalisent l'événement A. Donc c'est la somme des P de oméga, des P des singletons oméga, les événements élémentaires, où oméga décrit bien l'ensemble des événements A, enfin l'événement A, c'est-à-dire oméga décrit toutes les issues élémentaires qui réalisent A. Je vais y arriver. Donc ça nous donne quand même un aperçu de ce qui est important à maîtriser quand on veut entièrement connaître une probabilité. Si je décris l'ensemble oméga qui est fini, en disant c'est oméga 1 jusqu'à oméga n. Imaginons que je décrive oméga sous cette forme-là. On s'aperçoit que cette formule donne une importance particulière à la probabilité des événements élémentaires. C'est-à-dire que si vous connaissez les probabilités des événements élémentaires oméga 1, oméga 2, etc., jusqu'à oméga m, la connaissance de ces valeurs-là permet de calculer la probabilité de n'importe quel événement, puisque pour calculer la probabilité d'un événement, il s'agit d'additionner les probabilités des événements élémentaires ou des issues élémentaires qui réalisent l'événement. Donc on voit que la connaissance de ces nombres réels-là est cruciale pour le calcul des probabilités. Donc on va s'appuyer maintenant sur ce résultat-là et on va citer un résultat général qui nous donne une condition nécessaire et suffisante pour entièrement connaître une probabilité définie sur oméga. Alors le théorème 13, qu'on pourrait appeler définition d'une probabilité sur des événements élémentaires, ça s'appelle aussi germe de probabilité, dit la chose suivante. Si on se donne oméga 1, oméga n, un ensemble fini, donc qui compte n éléments. Un ensemble fini. Imaginons qu'on veuille définir une probabilité sur l'ensemble oméga. Comment on peut définir cette probabilité, à part dire que c'est une application de P de oméga dans 0,1 qui vérifie les propriétés qu'on a vues dans la définition d'une probabilité. Est-ce qu'il y a un autre biais pour définir cette probabilité? Alors oui, il y a un autre biais. On va dire que si on se donne des poids, P1, etc., Pn, alors des poids, c'est des nombres qui sont positifs ou nuls. Donc si je me donne des poids positifs ou nuls tels que la somme de tous ces poids soit égale à 1, donc si je mets ces deux hypothèses sur les nombres PI, alors j'affirme qu'il existe une unique probabilité P sur oméga, donc sur tout l'espace d'état, tel que j'affecte à chacun des événements élémentaires le poids de l'indice associé. C'est-à-dire que la probabilité que l'événement oméga i soit réalisé soit égale à pi. Donc il existe une unique probabilité qui vérifie ça, ce qui permet de dire qu'une probabilité est entièrement déterminée par la connaissance des probabilités des événements élémentaires. Donc une fois qu'on aura démontré ce théorème, on pourra dire que P est donc entièrement déterminé par la probabilité des événements élémentaires. Donc par la probabilité des événements élémentaires, c'est-à-dire les événements qui sont constitués de tous les singletons qui réalisent l'espace d'état. Les événements élémentaires.
faire. Voilà ce qu'on va démontrer. Alors, quand on regarde le théorème qu'on a à démontrer, c'est un théorème d'existence et d'unicité. Donc plusieurs voies sont empruntables. Soit on montre l'unicité et l'existence séparément, soit on se lance dans un raisonnement par analyse-synthèse. Et là, il me semble qu'on est bien armé pour se lancer dans un raisonnement par analyse-synthèse, parce qu'on peut s'appuyer sur le corollaire numéro 12, dont on a rappelé ici les éléments essentiels. Démonstration. Donc on va faire l'analyse, qui est un révélateur d'unicité lorsqu'on s'y prend bien. Analyse. Alors l'analyse consiste à faire quoi? L'analyse consiste à se donner une probabilité qui vérifie ces conditions. Reste à charge à nous de voir s'il s'agit bien d'une probabilité, si on peut bien la définir. Donc supposons qu'il existe une probabilité P, donc P proba sur oméga. Donc supposons qu'il existe une probabilité P, probabilité sur oméga, donc telle que, j'ai les conditions de l'énoncé, c'est-à-dire telle que pour tout i compris entre 1 et n, la probabilité de l'événement élémentaire oméga i est égale à pi. Alors déjà, c'est plutôt sympathique, puisque pi est forcément un nombre qui est compris entre 0 et 1. Ça, c'est assuré par le fait que pi est d'une part un nombre positif par hypothèse, et d'autre part, évidemment, il est majoré par la somme de tous les poids, puisqu'il fait partie de l'un des poids. Donc tous les pi sont bien des nombres qui sont compris entre 0 et 1. Donc déjà, c'est un élément qui appartient à l'intervalle 0,1, intervalle réel bien sûr. Donc l'objectif, c'est de définir entièrement cette probabilité. Alors je vous rappelle qu'une probabilité, c'est une application qui est définie sur P de oméga à valeur dans 0,1. Alors pour l'instant, on n'a pas grand-chose. Pour l'instant, on a défini P sur tous les singletons de P de oméga. Pour pouvoir définir P et montrer que cette probabilité elle est définie de façon unique, ce qu'il faudrait, c'est être capable, avec les données qu'on a ici, être capable de calculer la probabilité de n'importe quel sous-ensemble de oméga. Et s'assurer bien entendu qu'on récupère un nombre qui est compris entre 0 et 1. Mais comme ceci est une probabilité, je peux utiliser toutes les propriétés des probabilités. En particulier, je peux utiliser quoi? Je peux utiliser le corollaire 12. Corollaire 12 qui assure que la probabilité de l'événement A est égale à la somme des probabilités des événements élémentaires qui réalisent l'événement A. Donc grâce au corollaire 12, je peux dire que cette probabilité, je la définis entièrement sur les sous-ensembles de oméga en disant que P de A, c'est la somme des probabilités de ces événements élémentaires. Moralité, est-ce qu'il peut y avoir plusieurs probabilités qui vérifient cette propriété? Clairement non, puisqu'on a nécessairement P de A qui vaut ça, compte tenu de la connaissance des probabilités des événements élémentaires. Donc, on a déjà une assurance, c'est que P est défini de manière unique. P est défini sur P de oméga de manière unique. Donc ça, c'est inattaquable. On vient donc de démontrer qu'il ne peut pas y avoir deux probabilités de manière. Comment j'écris manière? Il ne peut pas y avoir deux probabilités qui vérifient les conditions qui sont ici. Alors ce qu'il faudrait maintenant, c'est montrer que ce qu'on définit ici, ce qu'on définit par le biais du corollaire 12, est bien une probabilité sur oméga. Alors traitons maintenant la synthèse. Alors pour traiter cette synthèse, on va déjà bien identifier la seule candidate que l'analyse a mis en évidence. Donc cette candidate, c'est une application donc, qui est bien définie sur P de oméga, ça on l'a vérifié. Et on a vu qu'à l'événement A, elle associait P de A, et on a vu que pour P de A, on n'avait pas le choix, on devait prendre la somme
des probabilités des issues qui réalisent l'événement A. Donc pour l'instant, c'est la seule application qui peut convenir, elle est entièrement déterminée sur P de oméga. Il reste à démontrer que ce qu'on définit ici, c'est bien une probabilité sur oméga. Donc pour ça, il va y avoir, je vais l'appeler l'axiome 0, c'est-à-dire de vérifier tout de même que cette application est bien à valeur dans 0,1. Donc il nous faudrait démontrer que pour tout événement inclus dans oméga, cette somme, elle est inférieure ou égale à 1. Alors, comme A est un sous-ensemble de oméga, et que oméga, on l'a identifié comme étant les issues oméga 1 jusqu'à oméga n. La donnée d'un sous-ensemble de oméga, ça revient à prendre des oméga i particuliers. Donc c'est équivalent à dire que A, c'est l'ensemble des oméga i, où i appartient à un ensemble d'indices, et cet ensemble d'indices doit être inclus dans l'ensemble des indices 1n. Donc là, je suis en train de sélectionner des indices qui vont être des issues élémentaires qui réalisent A. Donc, avec ces notations-là, on peut dire que P de A, c'est la somme pour I appartenant à cet ensemble d'indices des probabilités des oméga i. Or, déjà ce qu'on peut dire, c'est que comme la probabilité des oméga i, dans l'énoncé on l'a noté PI, et que les PI sont des termes positifs, on peut déjà assurer que ce terme-là, il est positif ou nul. Donc déjà, notre application, elle va être à valeur dans 0. Alors, à nous de voir si on arrive à majorer. Et arriver à majorer, ce n'est pas un problème. Pourquoi? Parce que P de A, c'est la somme des probabilités des oméga i, où i appartient à i. Donc si je reprends l'égalité qui est ici, évidemment, comme ces termes-là sont positifs, ceci est inférieur ou égal à la somme pour des indices qui varient entre 1 et n, puisque je vous rappelle que i est un sous-ensemble des indices qui me permettent de récupérer toutes les issues de l'espace d'état. Or, ça, c'est la somme pour i variant entre 1 et n des PI, qui est égale à 1. Ça, c'est l'une de mes hypothèses de mon résultat. La somme des PI est égale à 1. Moralité, on vient d'une part de montrer que P de A est toujours positif et que P de A est inférieur ou égal à 1. On vient donc de démontrer que l'application P définie par ce biais est bien une application à valeur dans 0,1. Alors, on va calculer maintenant la probabilité de l'espace d'état. On espère démontrer que c'est 1. Mais en fait, la probabilité de l'espace d'état, on vient de le calculer ici. Donc là, on n'a rien à faire, puisque la probabilité de oméga, si je regarde la définition, c'est la somme pour oméga appartient à oméga des probabilités des issues qui réalisent oméga. C'est-à-dire, si je réindexe, c'est la somme des probabilités des événements élémentaires qu'on peut décrire avec oméga 1, oméga 2, oméga n. Et on retrouve ici la somme des PI, qui est bien égale à 1. Donc là, on a déjà démontré cette propriété, c'est réglé. Il me reste à voir la dernière des propriétés. La dernière propriété, c'est de démontrer que si je prends A et B, deux événements incompatibles, deux événements tels que je n'ai pas d'issue qui réalise à la fois l'événement A et l'événement B, ensemblistement, l'intersection entre les deux ensembles est vide, alors la probabilité de l'union, c'est la somme de la probabilité de A et de la probabilité de B. Alors pour ça, on va choisir les indices qui me permettent d'écrire l'événement A. Donc j'avais déjà pris l'ensemble grand I, je conserve ce choix. Et je vais choisir aussi les indices qui me permettent d'écrire l'événement B. Je vais dire que l'événement B, c'est l'ensemble des oméga J avec J qui appartient à I. J étant ici compris entre 1 et N. Alors comme on me dit qu'il n'y a aucune issue élémentaire qui réalise A et B, ça veut donc dire que là, dans les indices qu'on a pris pour décrire A et pour décrire B, il ne peut pas y avoir d'indice en commun, puisque s'il y avait un indice en commun, il y aurait une issue qui réalise à la fois A et B. Ça, c'est pas possible. Donc le fait que A et B soient l'ensemble vide, ça se traduit au niveau des ensembles d'indices que leur intersection est également vide. Moralité, quand on écrit ce que c'est que la réunion de A et de B,
on peut dire que c'est l'ensemble des oméga k, avec k qui appartient à i ou à j. Et donc, que la probabilité de l'union, si vous préférez la probabilité de A ou B, j'applique la définition, hein, j'ai pas le choix, hein, c'est la probabilité qu'on est en train, enfin la probabilité, pardon, l'application qu'on est en train d'étudier, elle est définie de cette façon-là. Donc là, je vais récupérer la somme des P de oméga I, où I varie dans l'ensemble des indices ici U union J. Mais comme dans I et J, il n'y a aucun élément en commun, par commutativité et associativité de la somme, on va pouvoir regrouper les indices qui sont dans grand I entre eux, d'une part, les indices qui sont dans grand J entre eux, d'autre part. C'est un J, hein, il n'est pas beau, hein, mais c'est un J, promis. Et par associativité, mettre les parenthèses ici pour recomposer la probabilité de l'événement A et la probabilité de l'événement B. Donc, moralité, la candidate qu'on avait mis en évidence par l'analyse vérifie bien les trois propriétés caractéristiques d'une probabilité sur oméga. C'est donc une probabilité sur oméga. On a donc démontré que des probabilités sur oméga qui vérifiaient les conditions qui sont ici, non seulement il y en a une qui existe, mais en plus elle est unique. Donc on a affaire à un magnifique théorème d'existence et d'unicité. Existence, unicité. Enchaînons tout de suite sur un exemple d'application où on se donne un ensemble oméga avec 4 éléments ABCD. On pose la probabilité de ce qui pourrait être des événements élémentaires. Donc, vous imaginez hein, qu'on est dans une situation où on a fait des expériences aléatoires, on a récupéré des informations qui dépendent d'un paramètre x, et on voudrait savoir quelles sont les conditions qui pèsent sur x pour définir cette probabilité de façon unique, hein, avec les approximations qu'on a pu faire. Donc la question c'est, est-ce qu'il est possible de trouver un nombre réel x pour lequel ces probabilités sur les événements élémentaires définissent bien une probabilité. Donc là, on a notre théorème 13, hein, notre théorème 13 qui nous permet de dire, pour définir une probabilité, en travaillant sur les événements élémentaires, il y a des conditions à vérifier. Il faut que les événements élémentaires soient... les probabilités de ces événements élémentaires soient positives, hein, c'est ce qu'on a dit quand on a dit ici que les pays sont positifs, et il faut que leur somme soit égale à 1. Ces deux conditions, elles sont nécessaires et suffisantes pour définir une probabilité sur oméga. Donc finalement, ce qu'on doit observer, ce sont les conditions qui sont ici sur les valeurs de ces probabilités des événements élémentaires. Donc c'est parti. Alors on va déjà raisonner par analyse synthèse dans le sens où on va chercher des conditions pour que ceci définisse notre probabilité, conditions nécessaires et suffisantes qui sont données directement par le résultat précédent. Donc on sait déjà qu'il est nécessaire que P de A soit positif ou nul. Donc si lui je l'appelle P1, si lui je l'appelle P2, si lui je l'appelle P3, si lui je l'appelle P4. Le fait que P1 soit positif indique déjà que X doit être positif. Donc on a nécessairement si ça c'est une probabilité, on a nécessairement donc P1 qui est positif ou nul, donc que x est déjà une quantité qui est positive ou nulle. Pour P2, il n'y a pas de contrainte puisque ce nombre est toujours positif. Pour P3, on retrouve la même condition que x doit être positif. Et pour P4, c'est toujours un nombre positif, donc il n'y a pas de condition. Donc déjà, pour que la première condition du théorème 13 soit vérifiée, il faut que x soit positif. Ensuite, l'autre condition qu'on veut voir réalisée, c'est que la somme P1 plus P2 plus P3 plus P4 doit être égale à 1. Cette condition, elle est réalisée à la condition nécessaire et suffisante que cette somme soit égale à 1, c'est-à-dire que 6x carré plus 5x soit égal à 1, c'est-à-dire 6x carré plus 5x moins 1 soit égal à 0. Donc on tombe sur une équation du second degré. Est-ce qu'il n'y aurait pas une racine évidente? Oui, moins 1. Donc comme moins 1 est racine évidente, je sais que je vais déjà pouvoir factoriser x plus 1 ici. Alors après, je regarde les termes de degré extrême.
ici, pour récupérer le 6x carré, je dois placer 6x. Et pour placer moins 1 ici, il me faut moins 1. Donc finalement, notre équation se factorise par ce biais. On peut vérifier 6x carré moins x plus 6x moins 1, ça roule. Et donc, on voit que cette condition-là, elle n'est réalisée qu'à la condition que x soit égal à moins 1 ou que x soit égal à 1 sur 6. Bien. Alors, on voit que pour réaliser la première condition et la deuxième condition, on voit que seul x est égal à 1 sixième convient. Alors, pourquoi il convient? Donc, seul x est égal à 1 sur 6 convient. Et ça convient vraiment réciproquement. Pourquoi? Parce que pour cette valeur-là, j'ai déjà la somme des probabilités des événements élémentaires qui fait 1. Et tous ces termes-là sont positifs. On peut donc appliquer le théorème 13. Donc, seul x convient puisque dans ce cas, on a simultanément le fait que P1 jusqu'à P4 sont des nombres positifs, et de plus que la somme P1 plus P2 plus P3 plus P4 est bien égale à 1. Donc on définit une probabilité par ce biais. On peut même expliciter d'ailleurs la probabilité de ces événements élémentaires. Il suffit de remplacer ici x par 1 sur 6 dans l'expression. Donc on va récupérer que P de A va être égal donc à 1 demi. C'est donc lui qui va avoir à coup sûr le plus gros poids. P de B, ça va être égal à 1 sur 36. P de C sera égal à donc 1 tiers. Et enfin, P de D va donc être égal à 5x carré, donc 5 sur 36. En posant ces valeurs-là, on définit une probabilité sur l'ensemble A qui colle à ce qu'on avait posé, à la variable qu'on avait posée pour la probabilité des événements élémentaires. Donc il y a une unique probabilité, un unique nombre réel x qui permet de construire une probabilité avec ces conditions. Alors, je vais simplement maintenant discuter de la remarque que je déclare comme étant fondamentale qui suit, en revenant à ce que j'ai fait quand j'ai voulu construire la définition d'une probabilité, pour donner un peu plus de corps encore à ce que j'ai fait. Donc la remarque dit la chose suivante, il dit que ce théorème 13, le théorème là qu'on vient de citer ici, c'est vraiment un théorème clé, et pour cause, puisque pour définir une probabilité, il suffit d'attribuer aux événements élémentaires un nombre réel positif, il suffit juste de s'assurer que la somme est égale à 1. Et donc, quand on construit une probabilité, quand on cherche à définir de manière empirique une probabilité, les expériences que l'on mène sont justement là pour attribuer les poids qu'il faut, les poids a priori qu'il faut a posteriori, c'est-à-dire une fois qu'on a réalisé l'expérience, pour avoir une modélisation abstraite de la situation qu'on a vue empiriquement. Donc là, par exemple, avec mes 10 000 lancés, là, je dis, bon, ben voilà, pour construire une probabilité qui se comporte pas trop mal par rapport aux expériences que j'ai pu faire, une probabilité qui me permet de bien visualiser la situation, ça serait donc d'attribuer à l'issue 1 le poids 1 sur 10, ici je vais dire environ 1 sur 6, 1 sur 6, 1 sur 6, et là pour être sûr de construire une probabilité, je dois m'assurer que la somme de ces poids soit égale à 1 et que le poids soit positif. Or il est clair que la somme de ces termes-là ne va pas dépasser 1, donc le poids qu'on va mettre ici, c'est donc 1 moins 1 sur 10, moins 4 sur 6, c'est-à-dire moins 2 tiers. Donc le point qu'on va mettre ici, si je réduis au même dénominateur, donc le dénominateur commun ici, il n'y a pas mieux que 30. Ici on va récupérer 30 moins 3, 27, et 27 moins 20, 7. Donc on voit que le poids qu'on récupère ici, il est bien positif, et que la somme des poids est bien égale à 1. Donc le théorème 13 vient valider l'approche empirique pour dire, ok, maintenant, le phénomène que je suis en train d'observer, eh bien, pour mesurer les probabilités avec ce dé-là, qui est un dé pipé, on va choisir des valeurs qui collent au mieux à l'expérience. Donc, s'il y a bien une... Autant, vraiment, les mathématiques, c'est pas de la physique. Vraiment, j'en suis un exemple vivant. Je comprends pas grand-chose en physique. Autant, je pense que ce qui me rapproche de la physique, c'est la théorie des probabilités. S'il y a bien une théorie qui se rapproche de la physique, c'est la théorie des probabilités,
puisque on va expérimentalement attribuer des valeurs aux probabilités des événements élémentaires pour une fois pour toutes avoir un modèle abstrait qui colle à ce qu'on a observé. Et c'est le théorème 13 qui permet justement d'attribuer ces poids-là au mieux pour pouvoir construire notre probabilité. Alors la définition 14 arrive un peu comme un cheveu sur la soupe, mais vous allez voir que pas du tout en fait, hein, parce que je vais me poser après une question qui va être, dont on va pouvoir apporter une réponse avec le théorème numéro 13. Je vais simplement définir ce que c'est que des événements équiprobables. Bon, ça c'est des choses que vous avez vues. Hein. Vous n'avez vraiment pas appris grand-chose à mon avis avec mon cours d'aujourd'hui. Si je me donne un espace probabilisé fini et deux événements, donc on dit que ces événements sont équiprobables lorsque P de A est égal à P de B. Donc là, maintenant que j'ai défini ce que c'était que des événements équiprobables, je me pose une question naturelle. Je pense que c'est la première question qu'on est en droit de se poser quand on a un peu à jouer avec les probabilités. Qui refait des jeux en gros en disant tiens, est-ce que j'ai des chances de gagner, tout ça, tout ça, tout ça, tout ça. La plupart des jeux non truqués évidemment, hein, la plupart des jeux auxquels vous avez joué modélisent ce qu'on appelle des situations équiprobables. Alors qu'est-ce qu'on appelle une situation équiprobable qui est la modélisation de n'importe quel jeu, un dé non pipé, tirer les cartes d'un jeu de cartes, sauf si vous avez affaire à quelqu'un de très habile. Enfin bref, la plupart des jeux qui sont dus au hasard ont des issues qui sont équiprobables. Donc la question naturelle, c'est justement avec ce qu'on a dit sur la création d'une probabilité, c'est comment mesurer une situation équiprobable. Et j'emploie sciemment le terme mesurer. Comment mesurer une expérience, une expérience équiprobable. Je perds mieux que les lettres, quoi. Équivalente. Équiprobable, c'est improbable. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. Ah. Donc, expérience. Intéressant comme mot. Expérience, c'est pas beau. Hein. Comment mesurer une expérience équiprobable? Voilà. Comment mesurer ça? Bien, imaginez que vous ayez une expérience aléatoire dont on connaisse les issues. Donc vous avez un espace d'état, oméga, qui est égal à oméga 1, etc., oméga n. Et vous voulez que le jeu soit équiprobable, c'est-à-dire que la réalisation des issues oméga 1, etc., oméga n, doit être la même, doit avoir le même poids. Là, on voit que c'est du sur-mesure pour le théorème 13, qui nous permet de construire une probabilité à l'aide des événements élémentaires. Pour mesurer cette situation équiprobable, quelle probabilité prendre? Donc pour justement, je ne vais pas arriver à trouver le terme, pour modéliser, merci, pour modéliser, oui j'ai un ami imaginaire qui me souffle des trucs, pour modéliser, ouais je lui parle toujours par-dessus mon épaule, des situations équiprobables, hein. Si ça vous arrive, allez voir votre médecin, hein. Pour mesurer des situations équiprobables, comment on va procéder? Probable, aïe 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 aïe. Eh ouais, là je peux plus me cacher, je suis dyslexique. Mais bon, je le vis très bien, vous avez vu. Donc pour modéliser des situations équiprobables, ça y est, j'y suis arrivé, ce qu'on veut, c'est que la probabilité des événements élémentaires oméga i soit constante, c'est-à-dire soit égale à un nombre p qui est compris entre 0 et 1 à l'évidence, ou en tout cas qui va être positif, et je veux que cette relation-là soit valable pour toutes les issues de mon espace d'état. Ça, c'est à ce prix-là que je vais avoir une probabilité qui mesure ces situations équiprobables. Maintenant, il faut que je sache quel poids je vais attribuer à p. Bah, comme je sais par ailleurs que la somme pour i variant entre 1 et n de la probabilité des oméga i doit être égale à 1, je vois que la somme des p doit être égale à 1, je vois donc que np doit être égal à 1, et donc que p va être égal à 1 sur n. Donc là, qu'est-ce qu'on vient de valider? On vient de valider que
la probabilité qui mesure les situations équiprobables, elle est parfaitement connue. Si votre espace d'état possède n termes, la probabilité de récupérer cette issue élémentaire, ça va être 1 sur n. Vous allez me dire, mais alors comment on va mesurer les événements? On va mesurer les événements à l'aide du corollaire 12. Comment je vais faire pour mesurer la probabilité de A, sachant que P mesure une situation équiprobable? On a vu grâce au corollaire 12 que la probabilité P de A, c'est la somme des probabilités des oméga, où oméga, c'est des issues élémentaires qui réalisent A. Or, la probabilité des issues élémentaires, toutes les issues élémentaires ont la même probabilité, si on veut mesurer cette situation équiprobable, et cette probabilité, on l'a calculée, elle vaut 1 sur n. Donc finalement, je suis en train de faire quoi là? Je suis en train d'ajouter 1 sur n autant de fois qu'il y a d'issues qui réalisent A. Et des issues qui réalisent A, j'en ai autant qu'il y a d'éléments dans A, donc on va récupérer cardinal de A sur n. C'est-à-dire, si je me rappelle que n c'est le nombre d'éléments de l'espace d'état, cardinal de A sur cardinal de oméga. Donc là, vous retrouvez une situation que vous avez vue assez souvent au lycée, c'est que la probabilité qui permet de mesurer des situations équiprobables est parfaitement connue. On a déjà regardé quelles étaient la nature des probabilités des événements élémentaires, et connaissant ces événements élémentaires par le théorème 13 et par le corollaire 12, on peut dire que cette probabilité, elle est parfaitement identifiée. Alors cette probabilité, elle s'appelle la probabilité de Laplace, et donc pour modéliser les situations équiprobables, on voit que la probabilité de A, c'est le cardinal de A sur le cardinal de oméga, et on retrouve ce quotient que vous avez dû voir bien des fois, encore une fois, je le dis au lycée, c'est évidemment le nombre de cas favorables, c'est-à-dire le nombre de cas pour lequel votre issue réalise A, donc favorable à la réalisation de A, ça c'est bien entendu sous-entendu, sur le nombre de réalisations possibles de votre expérience aléatoire. Donc le nombre d'issues qu'on va trouver dans oméga. Nombre de cas possibles. Moi je préfère dire nombre de réalisations possibles. Mais bon, cette formule-là, je l'ai vue dans un bouquin de terminale, donc j'essaie de me raccrocher à ce que vous avez pu voir en terminale. Voilà la fameuse probabilité de Laplace qui va donc mesurer des situations équiprobables. Ce qui veut donc dire que dans un énoncé, quand on vous indique qu'on est dans une situation équiprobable, c'est cette probabilité qu'on va utiliser. C'est-à-dire qu'on sait exactement comment mesurer les événements. Et je terminerai par là. Là, je me dis, mais ça y est, on a finalement maintenant la raison pour laquelle on avait des propriétés qui étaient communes entre les cardinaux et les probabilités. Je vous rappelle qu'on avait démontré que le cardinal de l'union disjointe de deux ensembles, c'était la somme des cardinaux des ensembles concernés, et on avait même montré plus généralement que la probabilité de l'union, c'était cardinal de l'union, c'était le cardinal de A moins le cardinal plus le cardinal de B moins le cardinal de A inter B. On avait vu ces formules-là. Et on a vu que ces formules-là, elles étaient aussi valables pour les probabilités, aussi bien pour les probabilités que pour les cardinaux. Mais là, voilà la raison. La raison, c'est que quand je travaille sur avec une probabilité uniforme sur l'ensemble oméga, je vois que P de A et le cardinal de A, ils sont proportionnels. Donc c'est quand même assez normal que les propriétés des probabilités se transfèrent sur les propriétés des cardinaux, puisqu'il y a proportionnalité entre P de A et cardinal de A lorsqu'on mesure une situation équiprobable sur un ensemble fini. La boucle est bouclée, on comprend bien pourquoi ces propriétés, elles sont entièrement similaires. Ça c'est fait. Allez, je m'arrête là. Je vous souhaite un bon week-end. À mardi.